Mesdames, Messieurs, chers amis, chers camarades, nous voici réunis en ce cimetière militaire de Bourdin, qui a la particularité d'être le lieu de mémoire le plus important du Nord-Pas-de-Calais pour la communauté russe ou issue de l'ex-espace soviétique, puisque sont rassemblés ici plus de 200 tombes de soviétiques morts sur le sol français entre 1940 et 1945 pour la défaite du nazisme et la libération de la France de l'occupation nazie. Au nom de l'URC, je veux vous remercier pour votre présence et en particulier, je veux remercier la présence de l'association Mémoire Russe qui œuvre avec efficacité au nécessaire travail de mémoire et est à l'initiative de ce beau monument en l'honneur des oubliés enterrés ici. Je veux remercier aussi la présence du représentant de l'ambassade de Russie en France. Nous étions déjà dans ce cimetière hier, le 8 mai, pour honorer, aux côtés du comité des sans-papiers, les tombes d'autres oubliés de la Deuxième Guerre mondiale, enterrés ici un peu plus loin, les tirailleurs des troupes coloniales, morts aussi pour la libération de la France du nazisme, et qui sont également enterrés ici dans cette même terre de Bourdin, scellant pour l'éternité l'alliance des peuples de toute origine contre le fascisme. Nous revenons donc aujourd'hui le 9 mai, la date qui était en URSS et est encore aujourd'hui en Russie, la date officielle de célébration de la victoire. Rappelons en effet, surtout pour les amis et camarades français, ce point d'histoire. Si un premier acte de capitulation de l'armée allemande a été signé sur le sol français à Reims le 7 mai 1945 à 2h41 du matin, organisé par le haut commandement des forces expéditionnaires alliées anglo-américaines, acte qui ordonnait la cessation des combats le 8 mai à 23h01, une seconde signature de la capitulation se déroula le 8 mai tard au soir à Berlin même, symboliquement dans la capitale du Reich nazi, et cette fois-ci en présence des plus hauts gradés militaires. Le maréchal Zhukov pour l'armée rouge soviétique, le chef d'état-major Wilhelm Keitel pour les nazis, et aussi le général Delattre de Tassigny, chef de la première armée française. Cette seconde signature ajoutait par ailleurs une clause essentielle, à savoir le désarmement allemand. Il était alors 23h heure allemande, soit le 9 mai à 1h du matin, heure de Moscou. Chers amis, chers camarades, il nous faut tout d'abord rappeler qui sont ces soviétiques morts sur le sol français, qui sont ces héros qui ont contribué à notre libération, car il s'agit d'une page d'histoire absente totalement de nos livres d'histoire en France, totalement absente aujourd'hui de la mémoire collective. Pour l'essentiel, il s'agissait de prisonniers de guerre, des soldats de l'armée rouge arrêtés par les Allemands sur le front de l'Est, mais aussi des civils réquisitionnés par les forces d'occupation nazies à l'Est. Ils ont été transférés ici en France pour servir de main-d'œuvre notamment dans les mines, pour pallier en particulier à la baisse de la production charbonnière dès 1942, et pour participer à la construction du mur de l'Atlantique ou à d'autres ouvrages défensifs. Enfin, il y avait aussi des immigrés russes et ukrainiens d'avant-guerre qui travaillaient notamment dans les mines de notre région et qui, dès 1941, participèrent à la grande grève des mineurs, acte massif de la résistance de la classe ouvrière de notre région. Les requis, en provenance d'Ukraine soviétique surtout, arrivent au nombre de 2000 entre juillet et novembre 1942. Ils seront placés dans les camps de Lens et de Drocourt. 6000 prisonniers soviétiques arrivent, eux, en novembre 1942. Ils seront placés dans des camps à Bruay-en-Artois, Marle et Courrières. La majorité est mise à la disposition des compagnies minières. Une minorité est utilisée à partir de 1943 par les chantiers de l'organisation TOT sur le littoral. Et ils seront placés dans des camps à Berck et à Neuchâtel. Les immigrés vivant en France participèrent aussi à la résistance française au sein de l'organisation clandestine Union des Patriotes Russes, constituée le 3 octobre 1943 sous la direction du Parti communiste français. Mais l'essentiel des forces de cette résistance intérieure soviétique sera constitué des prisonniers évadés, en particulier dans notre région. Ces évasions correspondaient à une stratégie de l'armée rouge, organiser un second front en France, en utilisant la présence des prisonniers de guerre soviétiques. Il parlait de second front, car il ne faut jamais oublier que le front principal était à l'Est, le front germano-soviétique. J'y reviendrai. En octobre 1942,
le communiste russe de Paris, Boris Macklin, connu sous le pseudo Gaston Laroche, colonel FTP, commença à former clandestinement dans le bassin minier du Pas-de-Calais des membres des FTP, dans l'objectif d'apprendre à entrer en contact avec les prisonniers, s'assurer de leur disposition, les convaincre de s'évader, surtout connaître leur passé. 4 officiers finirent par être sélectionnés par Macklin dans les camps du Pas-de-Calais. Les lieutenants Vladimir Postnikov, Vasil Porik, le commissaire politique Mark Slobodinsky, ainsi que le capitaine Vassili Taskin. La première organisation clandestine des prisonniers de guerre soviétiques fut créée dès le début d'octobre 1942 dans le camp de Beaumont-en-Artois, dans le Pas-de-Calais. Leur évasion réussie eut lieu entre le printemps et l'automne 1943. Avec un 5e officier ramené de Côte d'Or, Ivan Skripaï, ils constituèrent en octobre 1943 la section russe de la MOI, la main-d'œuvre immigrée, et décidèrent d'éditer, avec d'autres militants, notamment des anciens des brigades internationales, un journal qui serait introduit clandestinement dans les camps, le Patriote russe, permettant de mener un travail de propagande et d'agitation parmi les prisonniers des camps en diffusant les communiqués et autres informations venant de l'Union soviétique. Bien sûr, leur activité principale fut d'organiser des évasions de prisonniers, puis de constituer des groupes mobiles qui vont se livrer à des sabotages, généralement des déraillements de trains, mais aussi des actions de diversion dans les mines. En décembre 1943, ces missions étant plus spécifiques que celles de la MOI, la section russe deviendra le comité central des prisonniers de guerre soviétiques. Ce sont les évadés de ces camps qui participèrent directement à la résistance intérieure. Ils ont formé des détachements de partisans partout sur le territoire français. Ces détachements avaient pour nom Stalingrad, Liberté, Patrie, Yukov, Maxime Gorky, Leningrad, Commune de Paris. À la dernière étape de la libération de la France en 1944, il y avait des milliers de soviétiques qui formaient 55 détachements, sans compter les centaines de soviétiques qui étaient intégrés dans des détachements soviéto-français ou tout simplement internationaux. Dans le Nord-Pas-de-Calais, ce sont 10 détachements soviétiques qui ont combattu les occupants. Pensons au rôle du bataillon constitué par Vasil Porik. À lui seul, son bataillon soviétique, comme il s'appelait, a à son actif 300 soldats et officiers nazis tués ou blessés, le déraillement de 11 convois militaires et de ponts détruits, les attaques de dépôts de munitions et de vivres, ainsi que la mise hors d'état de nuire de collaborateurs notoires. Un monument rappelle aujourd'hui la mémoire de Vasil Porik dans le cimetière communal d'Hénin-Beaumont, en terre gérée aujourd'hui par le RN, hélas. Je parle de Vasil Porik, mais justement cette année, l'association Mémoire russe va installer ici, à Aubourdin, une nouvelle plaque qui va être dévoilée tout à l'heure pour Vassili Dodzenko, compagnon de Porik, fusillé avec lui à Arras, mais enterré ici à Aubourdin. Malheureusement, sa tombe n'a pu être identifiée. Sa plaque sera posée au pied du monument à côté de Mikhail Gorichniak, qui a été installé l'année dernière. Oui, ces combattants, ces résistants enterrés ici sont parfois anonymes. Parfois, ils ont des noms qu'il faut faire connaître. Parfois, un anonyme retrouve son nom, à l'image d'un Alexandre Tchakchenko, pardon si je l'ai mal prononcé, dont on a inauguré la plaque il y a 4 ans. Prisonnier de guerre originaire d'Ukraine soviétique, travaillant dans les mines de notre région, évadé puis membre actif d'un réseau de résistants dans le Pas-de-Calais, abattu en août 1944 dans la région d'Arras, enterré d'abord là-bas, puis transféré ici à Aubourdin, sous une plaque anonyme, avant qu'il retrouve son nom, grâce à l'association Mémoire russe. S'il est difficile de quantifier le nombre de soldats russes et soviétiques plus généralement ayant combattu en France, l'association a dénombré au moins 250 sépultures de guerre, où reposent environ 10 000 militaires soviétiques tués pendant la Deuxième Guerre mondiale sur le sol français. Voilà une partie de notre histoire complètement méconnue. C'est un honneur pour nous de la faire connaître. N'oublions pas ces héros qui ont contribué à notre libération. Ils ont été l'expression vivante de l'alliance libre des peuples libres qu'a signifié l'alliance antifasciste contre le nazisme. Chers amis, chers camarades, rendre hommage à ces partisans soviétiques morts en France, c'est bien sûr aussi, à travers eux, rendre hommage à l'URSS, qui a perdu entre 25 et 27 millions de ses enfants dans cette grande boucherie de la Deuxième Guerre mondiale déclenchée par l'impérialisme nazi. Là aussi, nous devons faire œuvre de mémoire.
il nous faut rappeler encore et toujours quelques vérités, montrant l'apport décisif de l'Union soviétique dans la victoire contre le nazisme. Et cela d'autant plus quand l'amnésie est organisée en haut lieu. Amnésie et provocation. Les drapeaux russes et soviétiques sont ainsi interdits cette année à Berlin pour les cérémonies de la fin de la Seconde Guerre mondiale les 8 et 9 mai. Comment oublier que c'est l'armée rouge soviétique qui a brisé la machine de guerre nazie et qui a fourni l'effort principal pour la libération de l'Europe. Rappelons quelques chiffres. Sur 783 divisions allemandes ayant participé aux différents fronts de la guerre, 670 ont été détruites par l'armée rouge seule, c'est-à-dire 85% des divisions allemandes. 75% des avions, des pièces d'artillerie, des blindés allemands ont été détruits par l'armée rouge. 80% des victimes allemandes l'ont été sur le front germano-soviétique. Même après le débarquement de Normandie de juin 1944, débarquement qu'on nous présente ici en Occident comme l'acte décisif, mais qui était en fait le second front tant attendu par l'URSS, même après ce débarquement, l'Allemagne mobilisait 60 divisions sur le front ouest, en France et en Italie. Mais elle devait encore maintenir 235 divisions sur le front est, contre l'armée rouge, là où s'exerçait en réalité la pression principale. Quant à la bataille finale titanesque, pour la prise de Berlin en avril-mai 1945, c'est bien l'œuvre de l'armée rouge soviétique seule. L'URSS y a perdu 300 000 hommes, soit presque 2 fois plus que toutes les victimes états-uniennes sur le sol européen entre 1941 et 1945. Un soviétique sur 7 aura perdu la vie au cours de la guerre. 15% de la population, 25 à 27 millions de morts, dont 11 millions de soldats tués au combat. 70 000 villes, cités et villages détruits, 98 000 fermes collectives détruites, 65 000 km de voies ferrées et 1135 mines de charbon hors d'usage, un cheptel décimé et 25 millions de sans-abri. Un pays économiquement ramené 9 ans en arrière, des destructions équivalent à 30% de la richesse nationale. À titre de comparaison, en France, la Deuxième Guerre mondiale, c'est 560 000 morts, 1,3% de la population. Et pourtant, l'occupation reste un sujet de mémoire important en France. Alors, imaginez en Union soviétique. Ne pas s'imprégner de cette réalité, c'est se condamner par ailleurs à ne pas comprendre toute la politique antifasciste menée par l'URSS après-guerre. En juin 1945, le New York Herald Tribune, journal états-unien, reconnaissait, je cite, « L'armée rouge a été de fait l'armée qui a libéré l'Europe et la moitié de notre planète, en ce sens que sans elle, et sans les immenses sacrifices consentis par le peuple russe, la libération du joug cruel du nazisme aurait été tout simplement impossible. » Fin de citation. En France, le général de Gaulle déclarait alors « Les Français savent ce qu'a fait la Russie soviétique et savent que c'est elle qui a joué le rôle principal dans leur libération. » Fin de citation. En mai 1945, un sondage IFOP posait la question suivante aux Français. Quelle est selon vous la nation qui a le plus contribué à la défaite de l'Allemagne ? L'URSS était citée par 57% d'entre eux, tandis que 20% citaient les États-Unis. Les chiffres sont inversés aujourd'hui. Le dernier sondage qui a été fait sur le sujet, à notre connaissance, date de 2015. L'URSS n'était plus citée que par 23% des sondés et les États-Unis étaient cités par 54%. Chers amis, chers camarades, il faut lutter contre cette amnésie collective, cette réécriture de l'histoire, cette inversion des valeurs qui fait que les néofascistes d'aujourd'hui passent pour des démocrates et l'écharpe tricolore en bandoulière osent même être présents aux cérémonies officielles célébrant la libération et aux cérémonies d'hommage aux déportés. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte où le capitalisme en crise fait à nouveau monter le fascisme, et cela va de pair avec cette poussée du révisionnisme historique. Il faut effacer l'histoire ou la réécrire. Le combat de nos aînés n'est pas fini. Nous ne pouvons pas être amnésiques. Nous devons nous inspirer du courage de ceux qui nous ont précédés, de ceux qui sont enterrés ici. Nous sommes des nains assis sur des épaules de géants. Citons pour finir le grand écrivain états-unien Ernest Hemingway. Quiconque aime la liberté doit une telle dette envers l'armée rouge qu'elle ne pourra jamais être remboursée. Nous nous inclinons aujourd'hui devant l'héroïsme de ces partisans soviétiques, morts ici, loin de leur patrie, pour la libération de l'humanité du joug nazi,
Honneur aux combattants soviétiques.